10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la matinale éducative de la télé-école. Notre programme matinal qui est là pour renforcer votre dose de culture générale et comme je le dis, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. La découverte des invités et des rubriques, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Pour aujourd'hui, nous aurons à discuter sur la rubrique Société avec comme thème débat démocratique en péril. Les réseaux sociaux nuisent-ils à la démocratie? Et nous verrons cela aujourd'hui avec comme invité Ibrahim Diatta qui est étudiant en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop et également le président de l'association des étudiants africains en sciences politiques. Bonjour Ibrahim. Bonjour Mbayan. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Normalement, nous aurions dû être aussi avec Amidou Bayo, qui est spécialiste en communication et marketing digital, mais malheureusement, ne sera pas avec nous, mais tout de même, nous allions débattre sur le thème. Alors, aujourd'hui, la démocratie, nous voyons partout, la démocratie représentative, le fait que les citoyens élisent des personnes qui vont à leur place prendre des décisions, élire aussi des lois et les faire pratiquer. Et nous voyons que ce débat démocratique, quelquefois, est tout de même instable et que parfois ça peut être causé par les réseaux sociaux. Alors, Ibrahim, comment est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez déjà la qualité de l'information disponible sur les réseaux sociaux par rapport aux médias traditionnels comme sur la télévision? Merci beaucoup Mbayan. Merci. Je voudrais tout d'abord, si vous permettez, renouveler tout mon plaisir d'être là. J'avoue que je rappelle que c'est la première et c'est la deuxième fois. Donc Télé-École, bon, qui est une télé 100% éducation et aussi de la formation. Oui. Donc je prends beaucoup de plaisir pour venir répondre à votre invitation. Alors le débat aussi le sujet est intéressant, d'autant plus que c'est un sujet d'actualité, réseaux sociaux et démocratie. Et je pense que partout dans le monde, c'est une question qui revient et qui nécessite effectivement des clarifications, notamment son rapport avec la démocratie. Alors, le regard que je porterai sur l'information aujourd'hui, notamment l'impact des réseaux sociaux, il faut faire ça sous l'angle peut-être relatif. Donc par là, je veux dire que effectivement il y a des aspects positifs liés à l'information, mais aussi il y a des aspects qui sont plus ou moins négatifs. Pourquoi? Aujourd'hui, la désinformation est devenue un fait qui est aujourd'hui devenu public, d'autant plus que dans beaucoup d'activités, que ça soit des élections, que ça soit des moments de crise, que ça soit d'autres activités, on voit aujourd'hui des informations ou bien l'influence des médias dans le cadre de ces situations de crise. Alors si je prends par exemple une élection par exemple, c'est vrai que peut-être on va y revenir, mais l'exemple le plus pertinent que j'ai l'habitude de donner concernant ces sujets-là, ce sont les États-Unis. À la suite de l'élection de Donald Trump, Donald Trump en 2018, donc en 2021, il y a eu les partisans de Donald Trump qui avaient marché sur le Capitole pour pouvoir contester tout simplement les résultats des votes. Parce que pour eux, les réseaux sociaux ont montré tout simplement que c'est Donald Trump qui avait gagné les élections. Oui. Et Donald Trump, à la suite de ça, je pense qu'il a été même privé d'un site, je crois que c'était Twitter. Donc, pour vous dire tout simplement, aujourd'hui, la qualité de l'information pose un problème majeur dans la démocratie. Donc, pour le moment, c'est ce que je pourrais dire. Maintenant, pour ce qui est lié à l'aspect aussi positif, l'information aujourd'hui est un élément essentiel de la démocratie. Parce que la démocratie doit être nourrie aussi par l'information. Parce qu'une démocratie, on parle de démocratie directe et indirecte, mais aussi il y a ce qu'on appelle aussi une démocratie participative.
Et parlant de démocratie participative, l'information joue un rôle très essentiel parce que ça permet aux citoyens de s'exprimer librement et de participer de façon libre à l'animation de la démocratie. Donc, jusque-là, si vous permettez, c'est ce que je pourrais dire, voilà les quelques mots que je pourrais apporter à votre question. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme vous l'aviez souligné, bon, certainement nous allions revenir sur l'influence des réseaux sociaux avec les élections, mais quand on voit aussi la façon dont les réseaux sociaux, que ce soit un post, une diffusion, un boost, ça peut avoir un impact sur la vie réelle. Parce que quand on parle de réseaux sociaux, c'est vraiment une plateforme digitale, virtuelle. Donc, ce qui ne peut pas franchement être véridique dans la vie réelle. Et est-ce que ces réseaux sociaux aujourd'hui, quelles sont les conséquences, par exemple, de la diffusion des fake news, autrement dit de la désinformation, qui se propage très vite? Tout à fait. Une personne qui est en France aujourd'hui peut savoir en quelques minutes ou même en quelques secondes, surtout avec Twitter, ce qui se passe au Sénégal. Donc, si cette information aujourd'hui n'est pas avérée ou est une fausse information, quel impact négatif, je vais dire, ça peut avoir sur la démocratie? L'impact, c'est tout simplement déjà c'est la désinformation parce que ça désoriente les gens. Vous savez, il y a un auteur français du nom de Brice Couturier. Il a écrit un article qu'il a nommé Démocratie malade des réseaux sociaux. La démocratie malade des réseaux sociaux. Dans cet article, l'auteur est revenu sur votre question parce que il disait que effectivement on est dans un monde qui est généralement qui est animé par la démocratie parce que beaucoup de régimes ce sont des régimes démocratiques. Et vous allez voir que le numérique est devenu une technologie de libération. Pourquoi je le dis? Ça, c'est l'auteur même, un auteur allemand du nom de Larry Diamond qui le dit dans cet article. Il disait que tout simplement parce que les réseaux sociaux a permis aux citoyens de s'exprimer de façon diversifiée. Pourquoi? Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à travers le digital, à travers l'information, les citoyens peuvent même contrôler les gouvernants. Les citoyens peuvent stopper la corruption. Les citoyens peuvent contrôler les élections. Les citoyens peuvent participer à l'animation de la démocratie, comme je l'ai dit. Donc, tout ça là, ce sont des aspects qui pourraient être considérés comme un aspect positif des réseaux sociaux. Mais concernant la diffusion des informations qui se passe, comme vous l'avez dit, de façon très rapide, je pense que ce que ça a créé sont des crises. Souvent, ça nous donne l'impression, parce que récemment, il y avait une étude qui a été faite durant la Covid-19. Vous savez, la Covid, il y a eu beaucoup désinformations. Donc, les études ont montré que plus de 641 sites diffusaient des informations fausses. Et parmi ces sites d'information, il y a 409 qui sont des sites américains et 59 qui sont des sites français. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, ces sites-là ont créé, dans un premier temps, une stigmatisation chez les citoyens. Ça a créé aussi, si vous voulez, une crise, si vous voulez, psychologique chez les gens, parce que les gens, souvent en voyant les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, beaucoup croient à ce qui est dit sur ces sites-là. Et cela, ça a créé une crise, ça a créé en tout cas de la désinformation, ça a créé aussi des tensions. Donc souvent, et même le cas de la France, au-delà même de ce Covid-là, avec les gilets jaunes qui étaient contre, qui avaient un problème avec le régime de Macron. Mais ces gilets jaunes, à travers leurs slogans, à travers ce qu'ils évoquaient comme doléances, donc ils étaient soutenus par Poutine. Et pourtant Poutine, comme vous le savez, Poutine n'était pas quelqu'un qui s'entendait avec le régime français, notamment le cas, je vous parlais notamment Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, à travers tous ces informations, parce qu'aujourd'hui les citoyens préfèrent passer par les réseaux sociaux pour pouvoir diffuser certaines informations. Il y a l'autre là, un auteur aussi français du nom de Bernard Manet, qui parlait d'une démocratie du public. En parlant de démocratie du public, il parlait un peu
de l'influence des médias, notamment la télévision, la radio. Mais aujourd'hui, cette démocratie du public, je pense que les réseaux sociaux ont occupé plus de place que la télé et la radio. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens, la parole est donnée à tout le monde, même ceux qui, au début, n'avaient pas la parole. Parce qu'au début, pour prendre la parole, il faut soit être un journaliste, être un artiste, être plus ou moins un politicien, entre autres. Mais aujourd'hui, les citoyens lambda, voilà, même les soumettes, aujourd'hui, ils ont accès à l'information. C'est parce que tout simplement, il y a les réseaux sociaux qui sont là. Voilà. Donc, on peut par là dire aussi que les réseaux sociaux, c'est un canal, au fait. C'est un moyen, tout d'abord, pour la promotion de la liberté d'expression et de la pensée. Sauf que cette liberté d'expression doit être, on va dire, revue, encadrée, voilà, encadrée et surtout supervisée, même Absolument. je vais dire. Alors, tout à l'heure, vous avez eu à dire que aujourd'hui, les politiciens, tout ce qui est campagne électorale, tout se fait aussi au niveau des réseaux sociaux. Oui. Et parfois, ce que nous pouvions remarquer, c'est que on dirait en fait que ces réseaux sociaux paraissent comme une illusion. Parce que vous pouvez voir, par exemple, 2, 3 ou même plusieurs candidats à l'élection présidentielle. Vous allez voir comment est-ce que les gens les soutiennent sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de followers, de j'aime et tout, ce qui peut tromper vraiment. Et après être passé aux urnes, que les citoyens sont allés voter, nous voyons que finalement, avec tout ce bruit qu'il y avait autour de ce candidat ne le remporte pas. Et que finalement, c'est l'autre qui n'était pas trop sur les réseaux sociaux qui le remporte. Donc pour vous, est-ce que ce ne serait pas, on va dire, une mauvaise manière pour les politiciens d'un côté de se référer sur les réseaux sociaux pour les sondages présidentiels et aussi dans le fait, de, on va dire, projeter, leur perspective présidentielle ou dans leur futur, ce qu'ils ont à faire dans l'administration? En fait, ce qu'il faut comprendre, les réseaux sociaux sont devenus, si vous voulez, un outil qui nous a été imposé. C'est-à-dire, on est dans un monde où les réseaux sociaux sont devenus un phénomène. C'est-à-dire, dès l'instant qu'on est politicien, moi je pense que nécessairement, il faut passer par les réseaux sociaux. Ça, c'est le monde actuel qui nous l'impose en fait. La preuve, ce que vous dites, c'est vrai, hein. Moi, j'ai l'exemple que je peux donner. Bon, j'ai parlé un peu des États-Unis, mais restons même en Afrique. En Afrique, récemment, avec l'élection au Tchad, par exemple, le candidat de l'opposition, Succès Masara, par exemple, Succès Masara, qui était, voilà, quelqu'un qui était vraiment très présent sur les réseaux sociaux et qui avait, voilà, un nombre de vues, de flyers, ainsi de suite. Et à la suite de l'élection, il y avait, moi j'ai vu un site, parce que j'ai suivi l'élection, il y avait un site du nom de Tchad One. Voilà. Ce site avait dit clairement que Masara avait gagné les élections. Et avec un écart très large du candidat du pouvoir, du nom de Déby Itno. Mais après les résultats officiels, on s'est rendu compte que effectivement, ce n'est pas lui qui a gagné, mais c'est plutôt le candidat du pouvoir de Itno qui avait gagné les élections. Et il avait fait des sorties bien avant la déclaration officielle des résultats pour dire qu'il avait gagné les élections, il félicitait. Et ça, il ne l'a pas fait à la télé, il ne l'a pas fait à la radio. Il est allé sur sa page Facebook pour pouvoir faire face à ses partisans, pour leur dire publiquement que c'est lui qui avait gagné les élections. Et voyez ce que cela peut créer. Parce que les partisans, les membres de son parti qui ont écouté cette vidéo-là ou bien qui l'ont suivi en ce moment, mais ces gens-là, ils vont croire naïvement qu'effectivement notre candidat a gagné les élections, donc on l'avait volé ou bien l'élection a été truquée, ainsi de suite. Donc ça, c'est un aspect qui pourrait être considéré comme négatif. Maintenant, parallèlement à cet aspect négatif, il y a aussi des volets positifs. La preuve, c'est nous. Ousmane Sonko, à un moment, il était considéré comme le candidat des réseaux sociaux. Le politicien des réseaux sociaux. Bon, il y a à l'époque de leur moment d'opposition, il avait eu en tout cas ce briquet-là. Les gens l'appelaient le candidat des réseaux sociaux. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Sonko, qui était présent sur les réseaux sociaux,
qui était considéré comme quelqu'un qui peut seulement rassembler les gens à partir des réseaux sociaux uniquement. Mais quand il va aux élections, il ne peut pas la gagner. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Sonko a gagné, même s'il n'était pas candidat. Mais on peut dire que c'est lui qui avait gagné les élections, puisque c'est lui qui avait choisi le candidat qui est devenu aujourd'hui président de la République. Donc, pour vous dire tout simplement que il y a toujours, concernant la question relative aux réseaux sociaux, que ce soit des informations, ainsi de suite, il y a toujours l'aspect positif et l'aspect négatif. Donc la preuve, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Et quand vous sortez aussi sur le plan international, vous allez trouver beaucoup de cas de figure de ce genre-là. Voilà. Et même en parlant d'Ousmane Sonko, les partisans, ceux qui étaient en train de l'aider, on a vu notre très cher Guy Marius Sagna, qui s'est battu en partout, qui est parti même jusqu'au devant le palais présidentiel, voilà, et tout. Et on avait vu aussi à l'Assemblée générale qui est vraiment un espace où il y a des députés aussi qui sont là pour le peuple, pour dire ce qui se passe et plaider pour l'avancée de la société. On a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Guy Marius Sagna qui était monté sur cette fameuse table, cette femme qui avait reçu un coup, je pense. Voilà, donc tout cela, les impacts que ça amène déjà, ça décrédibilise le Sénégal, je veux dire. Mais il faut aussi retenir que le Sénégal est aussi aujourd'hui en Afrique une démocratie qui est prise pour exemple. Même quand on sait ce qui s'est passé avec les manifestations, les gens se disaient que non, c'est un pays vraiment qui a été toujours démocrate depuis toujours. Et nous le prenons pour exemple. Donc ça ne doit pas se passer ici. Donc on a vu comment les gens, voilà, ont commencé à l'Assemblée nationale, les gens se battaient, tout ça. Et ça met vraiment le débat démocratique en péril. Mais quand nous parlions aussi de débat démocratique, là, nous allions penser au premier sommet Russie-Afrique, je ne sais pas si vous en souvenez, voilà, qui s'était déroulé à Sochi, et une activiste du parti leader de la Côte d'Ivoire, Nathalie Yamb, avait eu à prendre la parole. Malheureusement, cette parole qu'elle avait eu à prendre a eu beaucoup de vues sur les réseaux sociaux, a été vulgarisée là-bas, et ce qui a fait que suite à sa prise de parole, elle a été expulsée, malheureusement. Donc, les réseaux sociaux, on peut dire qu'ils peuvent être un allié de la démocratie. Des fois, ça permet vraiment de tirer la sonnette d'alarme, mais des fois, quand même, ça peut être un ennemi de la démocratie. Tout à fait. Et être même, je vais dire, un complice, entre parenthèses, pour ceux qui veulent faire. En fait, ce qu'il faut dire, je pense l'avoir même dit, les réseaux sociaux favorisent tout simplement la démocratie participative. Vous savez, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, n'eût été peut-être les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a certains citoyens qui ne peuvent pas prendre la parole. Aujourd'hui, n'eût été les réseaux sociaux, peut-être que on va donner plus de liberté à nos dirigeants aussi. Mais aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, beaucoup de citoyens, donc les citoyens dans leur homogénéité, si vous voulez, ont tous accès à l'information, mais aussi ont accès aussi à la parole. Ils ont la liberté de s'exprimer à partir des sites d'information, que ça soit Twitter, Facebook, WhatsApp, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, ça c'est un aspect positif. Mais aussi l'autre aspect positif, c'est qu'aujourd'hui, à partir de ces réseaux sociaux-là, les citoyens contribuent au contrôle de nos gouvernants. Aujourd'hui, s'il y a une marche, il y a un acte qui a été posé, qui n'a pas été mal accueilli par les citoyens, mais les gens, ils vont sur les réseaux sociaux pour écrire, pour dénoncer ça. Cela a été le cas ici au Sénégal. Et tout ce que cela a engendré comme conséquence, avec des arrestations, des emprisonnements, entre autres. Notre actuel président, c'était le cas. Il avait fait un post sur les réseaux sociaux pour parler de la clochardisation il avait indexé le pouvoir actuel à l'époque, pour parler de clochardisation, mais il a été emprisonné tout simplement pour ça, pour un poste. Donc, et pourtant, lui, il était dans une logique tout simplement de dénoncer ce que le pouvoir posait comme acte. Voilà, donc, ce qu'il faut peut-être comprendre par rapport à la démocratie participative et le rôle que les réseaux sociaux aujourd'hui jouent dans la démocratie. D'accord. Et là encore, en parlant toujours de réseaux sociaux, la façon dont aujourd'hui les réseaux sociaux ont changé la manière de protestation et de manifestation.
même si on n'a pas eu droit, on n'a pas eu une réponse positive face à la lettre qu'on a déposée pour avoir une manifestation. Une manifestation peut être déclenchée à tout moment. Tout à fait. Ça, nous l'avions vu avec l'ancien régime. Nous avions vu aussi avec Donald Trump, qui lui a valu quand même la fermeture de son compte Twitter. Absolument. Alors là aussi, on pourrait dire que les réseaux sociaux sont des ennemis, sont des alliés, mais aussi recadrent les dirigeants politiques. Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez par rapport aussi à l'attitude de l'ancien président américain Donald Trump face à ce poste qu'il avait fait et qui, voilà, un poste qui incitait carrément en fait à la violence. Vous savez, si je prends par exemple le cas de Trump, Trump, c'est quelqu'un qui est toujours contre le système. Le système des États-Unis, Donald Trump, quand il était venu, il voudrait pas forcément faire table rase, mais il voudrait vraiment éliminer beaucoup de choses. Parce que vous savez que pour le cas de Twitter aussi, et d'autres sites même, Trump était un peu en concurrence avec la Chine. Parce que Donald Trump, comme vous le savez, son slogan c'était America First, donc l'Amérique d'abord. Et dans cette logique-là, il était contre sur tout, disons que toute chose qui pourrait peut-être l'empêcher à l'Amérique de s'exprimer de façon libre, surtout dans le cadre de la valorisation de ses, de la vente de ses valeurs, si on peut le dire ainsi. Donc l'impérialisme américain, donc, il voudrait tout faire pour pouvoir consolider cela. Et parlant de cet impérialisme américain, ce que je veux dire par là, c'est de vendre les valeurs américaines. Et à travers cela, Trump était dans une logique de tout faire pour pouvoir faire un deuxième mandat. Maintenant, à la suite de cette élection dont vous parlez et qui a engendré, l'assaut du Capitole. Donc, c'est tout simplement parce que Trump, à un moment, les Américains avaient pensé que ce n'était pas le président, il n'était pas le bon président des Américains. Donc, beaucoup pensaient que Trump, à travers les actes qu'il posait, que ça soit entre les citoyens américains, mais aussi entre l'Amérique et les citoyens de l'extérieur. Donc, beaucoup ont pensé que Trump n'était pas le bon profil pour pouvoir gérer l'Amérique. Et cela a créé sa chute en 2018. Donc, et ce que cela a engendré en 2021 avec l'assaut du Capitole, ce que je pourrais tout simplement dire par là, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, entre autres, il y a aussi une lutte aussi concernant les sites. Donc, chaque site voudrait s'imposer, voudrait être plus puissant que l'autre site. Et cela a fait que aujourd'hui, Donald Trump, il est allé jusqu'à créer son propre site. Actuellement, il a son propre site. Oui. Voilà pourquoi il l'a fait. Parce qu'il pense que ces gens-là ne peuvent pas l'empêcher de s'exprimer librement. Parce que pour lui, en s'exprimant sur le compte Twitter, il était en démocratie. Et la démocratie l'autorise à s'exprimer librement. Maintenant, les Américains disent que lui, en s'exprimant librement, il a créé une tension que l'Amérique n'a jamais connue. Parce que tout simplement, c'est l'un des symboles américains qui a fait l'objet, en tout cas, d'une attaque à l'époque. Donc c'est pour cela, c'est tout ce qui a engendré, en tout cas, la suite de Trump, mais aussi à ce que vous avez appelé du fait qu'il a été privé de son compte Twitter. Voilà, donc de façon bref, je pense que c'est aussi un aspect qui pourrait peut-être être vu. Moi, je pense que concernant les informations, peut-être on va revenir dans les recommandations, mais ce qu'il faut peut-être revoir, c'est l'objectivité même des médias aujourd'hui. Parce qu'il y a certains médias, donc si vous prenez bien ce qu'ils disent, ce qu'ils véhiculent comme information, je pense que ça mérite d'être revu. C'est ce que les Européens font, ce qu'on appelle le fact-checking. Le fact-checking, c'est tout simplement aller vers la vérification de l'information. Donc en faisant cela, vous allez voir la date, la véracité des propos, des personnes qui figurent sur l'image, entre autres. Donc je pense que les citoyens aujourd'hui, que ce soit les citoyens, les dirigeants, les décideurs, entre autres, on doit tous aller vers cette démarche-là qui peut-être nous permettra peut-être de mettre un terme, en tout cas,
à l'influence des médias ou bien à la crise que les réseaux sociaux aujourd'hui créent dans le monde. Et c'est nous particulièrement. Voilà. Et nous voyons en fait qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les gens ils s'occupent beaucoup plus d'avoir beaucoup plus de vues. Donc ce qu'ils véhiculent, le contenu, d'habitude, la majorité aujourd'hui, on voit que ça les importe peu. Et les médias aujourd'hui dont vous parlez, il y a des médias qu'on voit, ils ont ce sont des presses en ligne, ils ne font que véhiculer tout ce qui est buzz, tout ce qui est futilité. Absolument. Voilà. Et ça, franchement, ça amène une désinformation et ça amène aussi un manque de crédibilité dans les médias sénégalais. Alors, à part cela aussi, que dites-vous de ces personnes aujourd'hui qui ont beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux, qui sont des personnes comme ça, hein, qui contredisent d'autres experts, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup plus de vues, parce qu'ils s'expriment bien. L'art oratoire vient y jouer et l'éloquence. Ils s'expriment bien, mais ils ne savent rien de ce qu'ils disent juste pour avoir plus de vues. Ils peuvent décrédibiliser une personne en 1 minute ou remettre en question une loi qui a été prise par l'État ou amener une tension comme ce que Trump avait dit et ça, je pense qu'il y a pas mal d'influenceurs sénégalais qui sont dans ça. Donc, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela et qui est en train, je vais dire, de faire cultiver à certains Sénégalais ce manque de savoir-vivre et de culture générale? Vous savez, déjà pour stopper ça, ça va être un peu difficile. Si je prends par exemple le cas du Sénégal, on est une grande démocratie comme vous l'avez dit. C'est aujourd'hui, cela a été affirmé avec l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye et avec ce que cela a provoqué et ce que cela a précédé aussi avec la déclaration de l'ancien président de ne pas être candidat pour un 3e mandat, ainsi de suite. Mais concernant le cas de ces influenceurs-là ou bien de ces personnes-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui soit font véhiculer des choses vraiment intéressantes et par contre d'autres qui sont là pour pouvoir dénaturer un peu notre société et aussi nos valeurs entre autres. Donc, je disais tout à l'heure que ça va être complet. Vous savez, parmi beaucoup de ces gens-là, ils ne sont même pas au Sénégal. Certains, bien sûr, ils sont au Sénégal, mais d'autres ne sont même pas au Sénégal. Et quelqu'un qui n'est pas au Sénégal, pour le contrôler, ça va poser problème déjà. Parce que aujourd'hui, je prends un exemple, peut-être que je ne devrais pas le donner, mais je vais le faire. Bon, je prends par exemple Morgan, par exemple. Il n'est pas au Sénégal. Mais aujourd'hui, s'il fait partie des influenceurs les plus en vie au Sénégal. Voilà. Alors aujourd'hui, moi, je pense que ces gens-là, il faut peut-être limiter leurs paroles. Donc, en limitant leurs paroles, c'est peut-être aller vers le contrôle des informations que ces gens véhiculent d'abord. Est-ce que ce qu'ils véhiculent en termes d'information, en termes d'influence, parce qu'ils sont dans une logique d'influencer les citoyens. Est-ce que ce qu'ils véhiculent en termes d'information, les citoyens ne devraient pas aller au-delà de ce qu'eux ils disent. Et si les citoyens font ce travail-là, je pense que ça pourra nous permettre peut-être d'éviter ces petits problèmes-là. Mais aujourd'hui, si les citoyens, en regardant leurs vidéos, donc ils croient naïvement, de façon immédiate, ce que ces gens-là véhiculent comme information, je pense que ça va créer tout simplement de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Aujourd'hui, on a vu avec des emprisonnements, avec des plaintes, avec des arrestations liées tout simplement à ces influenceurs. Venant, si vous voulez, à ces influenceurs-là, ou bien soit c'est eux qui sont victimes, ou bien ils mettent en mal certains citoyens en véhiculant certaines informations. La preuve dernièrement avec, par exemple, le cas, par exemple, de l'emprisonnement de qui encore, de ce que vous parlez là, de Bassirou Diomaye Faye, je veux dire. Bassirou Diomaye Faye, ce qu'il avait véhiculé comme information. Si aujourd'hui, les citoyens, disons le pouvoir qui était en place, est allé vers l'information, s'il n'était pas effectivement dans une logique de contrecarrer ou bien d'empêcher à ce que Bassirou Diomaye Faye participe aux élections, parce qu'il était aussi dans cette logique-là, d'empêcher l'opposition dans le passé de participer aux élections. Si les citoyens, si c'est le parti là
le parti de l'ancien président n'était pas dans cette logique-là. Et je pense que on aurait dû laisser à ce que ces gens-là s'expriment de façon librement. Parce que c'est la démocratie qui l'autorise. C'est seulement en démocratie où on parle de la liberté d'expression. Dans un autre régime, on n'en parle pas. Dans la monarchie, il n'est pas autorisé à ce que les citoyens s'expriment de la façon dont ils veulent. Ça ne se fait pas. Donc il y a une façon de s'exprimer et l'information même est limitée. Donc ça, on est dans la monarchie, on est dans l'oligarchie, dans la dictature, entre autres, mais nous ne sommes pas dans ce régime-là. Nous sommes dans un régime qui autorise aux citoyens de s'exprimer librement. Maintenant, s'exprimer librement ne veut pas dire aussi de dire tout ce que tu veux, et comme tu veux, où tu veux. Ça ne se fait pas. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il fallait peut-être attirer l'attention de ces influenceurs-là, d'informer de façon, comme les journalistes le font, de façon juste et claire. Et je pense qu'en faisant cela, ça nous permettra vraiment de limiter en tout cas ces dégâts dont vous parlez. Maintenant, je ne vais pas parler de certains influenceurs, peut-être qui ne sont pas dans l'animation de la démocratie. Eux, tout ce qu'ils font, c'est contraire même à ce que nos valeurs, en tout cas, véhiculent aujourd'hui. Voilà. Comme j'ai dit, ce qui les importe le plus, c'est d'avoir le nombre de vues, voilà, de flyers, ainsi de suite. Malheureusement. Voilà. Alors, lors des tensions ici au Sénégal, dernièrement, nous avions vu que dès qu'il y avait des tensions ou une image véhiculée qui ne devait pas être véhiculée ou une vidéo, nous voyons directement que l'État faisait en sorte que les plateformes digitales étaient fermées. Nous avions vu les réseaux sociaux, TikTok, Telegram et même WhatsApp parfois qui étaient fermés. Et donc là, on se dit, est-ce que pour vous, il ne serait pas peut-être pour une mesure, il serait pas capable pour l'État ou qu'une loi soit prise pour restreindre l'accès à Internet, parce que il faut rappeler aussi qu'avant Internet n'était pas les citoyens n'avaient pas accès à Internet. Avant, ce n'était que les militaires, les hommes de tenue qui en avaient accès pour pouvoir faire leur mission et pouvoir circuler en se localisant facilement. Donc là, nous voyons que Internet est maintenant disponible avec tout le monde. Est-ce que vous ne pensiez pas que ça doit être limité? Parce que faisons aussi la remarque que, par exemple, le réseau social TikTok aujourd'hui qui est mis en place, si je me trompe pas, depuis 2016 et qui a déjà beaucoup de milliards d'utilisateurs. En Chine, par exemple, dans le pays où ça a été créé, ils ont un TikTok tout à fait différent. Absolument. Un TikTok aujourd'hui qui a un accès limité pour les enfants. Je pense qu'ils ont que 30 minutes, 1 heure de temps si je me trompe pas. Et les 1 heure de temps, c'est entre le matin et je pense 18h ou 22h. Et donc, si tes 30 minutes là sont finies, tes 1 heure de temps, c'est fini. Et même pour ceux qui ont 18 ans et plus, il y a aussi un autre accès qui vont un tout petit peu revoir. Donc pour vous, est-ce qu'il ne faudrait pas restreindre ou mettre en place une loi, je sais pas, qui va faire en sorte que toutes ces comment dire, ces choses futiles qui sont balancées et tout, et que les citoyens aussi se prennent, on va dire, se remettent en question sur comment ils devraient les utiliser. S'il faut aussi même y avoir des programmes de sensibilisation. D'accord. Vous savez, pour ça, il faut que nous soyons en état fort d'abord. Parce que vous avez pris par exemple le cas de la Chine. La Chine aujourd'hui, en termes de puissance, je pense que c'est la deuxième puissance mondiale après les États-Unis. Donc, si on n'est pas en état fort, il y a des choses, même si la volonté est là, on ne peut pas les réaliser. Il faut que nous soyons en état fort et que nous soyons aussi en état qui va assumer les décisions qu'il allait prendre aussi. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que si je fais ceci, les citoyens vont le voir autrement, ainsi de suite. Parce que c'était le cas. C'est vrai que nous tous, on n'était pas du tout contents quand, à l'époque, l'État coupait l'Internet. On était tous mécontents, on est plus ou moins frustrés, ainsi de suite. Bien sûr. Mais l'État peut-être qu'il y a un degré d'information que nous, citoyens lambda ou bien citoyens libres, on n'en a pas. Peut-être que eux, ils savaient très bien si ils ne coupent pas les réseaux sociaux, ce que cela pourrait créer comme conséquence. Vous savez, parce que c'est vrai, à l'époque, je prends l'exemple. À l'époque, beaucoup de manifestations
ça peut-être je devrais même le dire depuis, beaucoup de manifestations, c'est à partir des réseaux sociaux que les gens mobilisent les manifestants. Ils vont sur WhatsApp, ils vont sur Facebook, sur Instagram, Twitter, comme vous l'avez dit, pour pouvoir mobiliser les gens à se retrouver quelque part pour pouvoir manifester ou bien pour pouvoir battre le pavé, comme on le dit. Vous voyez. Maintenant, aujourd'hui, si on voulait peut-être aller dans ce sens-là, de limiter l'Internet ou bien de limiter l'accès aux réseaux sociaux, je pense qu'il faut déjà être en état fort. Et en étant en état fort, je pense qu'on pourrait le faire en mettant en place des techniques qui nous permettront bien sûr de mettre une restriction qui va empêcher à ce que ces gens-là qui diffusent, comme vous l'avez dit, des informations plus ou moins inutiles, anodines, qui n'ont aucune importance pour l'avancement ou le développement de notre pays. Et je pense que ça serait un atout important. Et ça nous permettra peut-être même d'éviter certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que sur les réseaux sociaux, on devrait plus être dans une logique, en tout cas, d'aider l'État pour aller vers le développement d'abord, mais aussi aller vers ce qu'on pourrait appeler la vente de nos valeurs aussi. Mais aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs ne sont pas dans cette logique-là. Ils sont sur les réseaux sociaux, souvent, voilà, pour critiquer de façon en tout cas simpliste, parce que souvent les gens même qui critiquent, ils ne vont pas aller vers l'information pour voir exactement ce qu'ils disent, est-ce que c'est vraiment avéré. C'est même ces gens-là même qui prennent la parole. Souvent, ils sont aussi sur les réseaux sociaux pour faire ce qu'on pourrait appeler du marketing. Voilà, pour vendre leurs produits ou bien même pour faire autre chose qui est peut-être beaucoup plus différente de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, pour vous dire tout simplement, ces choses-là, c'est bien ça serait une très bonne initiative. Et je pense qu'au-delà même de tout ce qu'on a dit concernant la démocratie, mais les réseaux sociaux même, ça peut même impacter notre développement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi qui suis citoyen, je prends mon téléphone. Je passe tout mon temps à manipuler mon téléphone. Et pourtant, je suis étudiant, je dois lire des livres. Je suis étudiant, je dois faire des recherches. Je dois peut-être faire ceci ou cela. Je pense que rester sur le téléphone jusqu'à 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps. Donc, si je me mets à lire un livre ou bien à aller à la bibliothèque, ainsi de suite, je pense que j'aurai plus d'avantages que de rester sur les réseaux sociaux pour lire des messages, des commentaires, ainsi de suite. Je pense que quand les Chinois faisaient ça aussi, c'était au-delà de l'aspect démocratique que nous parlons ici, il y a aussi cet aspect-là qui est lié à leur développement aussi, mais aussi à leur propulsation, si vous voulez, sur le plan international aussi. Parce qu'aujourd'hui, dans le domaine du numérique, la technologie, si vous voulez, la Chine est en train de dépasser les Américains. Oui, ils sont déjà à la 5G déjà. Voilà, donc la Chine est en train de dépasser les Américains. Je pense que en termes économiques ou bien en termes d'armement, même d'infrastructure. Voilà, d'armement, on parle de l'Amérique, mais pour ce qui est lié en tout cas aux infrastructures, comme vous l'avez dit, mais également à la technologie, c'est la Chine. Donc aujourd'hui, près les Chinois, c'est vrai que je n'ai pas encore vérifié cela, mais moi j'ai entendu même quelque part que la personne même qui a l'auteur même de TikTok n'autorise pas à ses enfants d'utiliser TikTok. Oui, c'est ça. Vous voyez? En Chine, il y a un TikTok tout à fait différent de nous. Celui même qui a créé TikTok n'autorise pas à ce que ses propres enfants l'utilisent. Donc ça mérite en tout cas un questionnement et de savoir exactement est-ce que nous qui passons tout notre temps à utiliser ces sites-là, est-ce qu'il n'est pas temps en tout cas de revoir ce qu'on est en train de faire aussi. Voilà. Et pour dire au fait à quel point la Chine est puissante, même si elle ne l'est pas en armement, la technologie aujourd'hui contrôle tout. Bien sûr, bien sûr. Et en Chine, ils vont bientôt mettre en place, on va dire, des toilettes, on va dire, qui seront, comment dire, elles vont se déplacer. Ok. Donc là, il y avait un échantillon qui était là pour, même si tu es à l'extérieur ou pas, tu pourras te soulager sans problème. Voilà. Donc, il y a beaucoup de technologie côté infrastructure, surtout, qui est en train d'être fait. Et oui, parlant des infrastructures, de la technologie, pardon, mais il y a aussi l'intelligence artificielle même. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, avec les voitures sans chauffeur, vous voyez des voitures qui n'ont même pas de chauffeur, c'est le robot qui va conduire le véhicule, ou bien le véhicule va aller tout seul, sans qu'il y ait en tout cas un chauffeur.
Au-delà de ça, en 2013, il y avait la Chine qui avait créé ce qu'on appelle les routes de la soie. Ces routes de la soie, ça quitte la Chine pour aller vers l'Afrique. Donc, c'est juste pour ouvrir la Chine au monde entier. Donc, aujourd'hui, ce sont des initiatives ou bien en tout cas des démarches aujourd'hui qui font qu'aujourd'hui la Chine est en train d'aller de plus en plus pour être la première puissance mondiale. Et ce qui pourrait jouer un rôle central dans cette trajectoire-là, c'est la technologie. La technologie joue déjà un rôle important dans le cadre, en tout cas, comment dirais-je, de la puissance ou bien de la démonstration de force des Chinois sur le plan international. Donc, je pense que nous, Africains aussi, il est temps qu'on revoie vraiment notre façon d'utiliser les réseaux sociaux. Tout à fait. Alors, pour vous, le rôle des réseaux sociaux dans la démocratie est-il plus positif ou négatif? Je dirais les deux. Bon, pourquoi? Oui, parce que c'est difficile de dire positif, comme c'est difficile de dire tout simplement négatif. Vous savez, moi je pense que les réseaux sociaux, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos ici, contribuent tout simplement à favoriser la démocratie participative. Participative, je dis bien. Aujourd'hui, je l'ai dit, l'auteur allemand, pardon, Larry Diamond, qui disait que effectivement, le numérique a favorisé une technologie de libération. Cette technologie de libération, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, à partir des réseaux sociaux, il y a certains qui sont libérés de leur emprisme. C'est-à-dire certains des gens qui n'avaient pas la parole. J'avais donné l'exemple. L'autre jour, quand j'étais là, Mbalo, je pense l'avoir entendu dire que son invité, le sous-miette, la sous-miette qui était là, mais il a échangé avec lui sur WhatsApp. Ils ont échangé des messages sur WhatsApp. Donc, vous voyez, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que bon, ils ont leur méthode de parler, mais aujourd'hui, peut-être, ni t'étais le téléphone, ni t'étais WhatsApp, peut-être qu'elle ne peut pas parler avec Mbalo. Donc, et ça, c'est déjà un avantage. C'est un très bon avantage. Et entre autres avantages qu'on peut aussi citer, que ça soit, comme je l'ai cité ici, le contrôle des élections. Aujourd'hui, avec la technologie, il est même difficile de voler une élection. Avec la technologie. Avec la technologie, il est difficile de corrompre les gens aussi. Avec la technologie, il est facile aussi de regrouper les gens aussi. Donc, avec la technologie, comme vous le voyez, il y a des visioconférences. La preuve, c'est lors du Covid-19. Covid, les gens ne peuvent pas se rassembler. Même les dirigeants, je parle même des dirigeants, mais ils font des conférences, ils font des visioconférences pour pouvoir discuter sur des enjeux du monde ou bien des enjeux de leur région, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Amérique, entre autres. Donc ça, je pense que c'est un aspect positif, entre autres aspects. Maintenant, l'aspect négatif, encore une fois, c'est tout simplement de la désinformation. Les gens qui se permettent de véhiculer des informations qui sont totalement fausses pour tout simplement, comme vous l'avez dit, avoir plus de vues ou bien être beaucoup plus influent sur les réseaux sociaux. Je pense que cela a créé ce qu'on est en train de vivre dans beaucoup de pays aujourd'hui, que ce soit en Ukraine, que ce soit aussi avec la crise au Moyen-Orient. Je veux parler entre l'Israël et la Palestine. Il y a des sites qui véhiculent des informations qui sont tout à fait fausses. Donc, au-delà, avant même cela aussi, comme l'auteur Bernard Manet parlait un peu de la démocratie du public en parlant de la télévision, de la radio. Moi, je prends un exemple souvent quand je parlais le cas de Bernard Manet qui parlait une démocratie du public. Vous savez que les États-Unis avaient attaqué, comment dirais-je, quel pays encore je veux citer. Donc c'est la Corée du Nord. Pas la Corée du Nord. Oh là là. Bon, c'est pas la Corée du Nord. Je veux parler Vietnam très bien. Je veux parler du Vietnam. La guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, je prends un exemple. À l'époque, bon, il n'y avait pas ces WhatsApp, Facebook, ainsi de suite. Mais à l'époque,
beaucoup d'experts et beaucoup de journalistes affirment que c'est le Vietnam qui avait gagné la guerre. Mais à travers la désinformation, les États-Unis ont fait savoir à l'opinion que c'est eux qui ont gagné la guerre. Et vous voyez, c'est tout simplement une façon aujourd'hui pour les médias, en tout cas, de détourner l'information et de rendre les informations, en tout cas, beaucoup plus négatives. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens disent, et si vous allez à la base, ce que vous trouvez, c'est tout le contraire que vous trouvez. Donc, je pense que c'est aussi un aspect qui pourrait être considéré comme un volet négatif des réseaux sociaux, en tout cas dans la démocratie. Donc la démocratie, moi je pense qu'il y a l'aspect positif, mais aussi il y a l'aspect négatif. De mon point de vue, on ne peut pas se permettre de dire tout simplement que tous les aspects sont totalement positifs. Tout comme on ne peut pas dire que les aspects sont totalement négatifs. Il faut toujours relativiser. Maintenant, je pense que les gens doivent s'inscrire davantage plus sur l'aspect positif que sur l'aspect négatif. Parce que je ne pense pas que, je peux me tromper, mais je ne pense pas que celui qui a, ou bien ces gens-là qui ont créé les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, WhatsApp, entre autres, ils ne l'ont pas créé pour créer des crises ou bien pour créer des tensions. Ils ont créé tout simplement pour permettre aux citoyens de s'exprimer et faciliter en tout cas l'échange, le regroupement entre les gens du monde, mais je ne pense pas qu'en aucun cas ils l'ont créé pour pouvoir créer des tensions, pour pouvoir désinformer, pour pouvoir créer les situations dans lesquelles aujourd'hui nous vivons dans beaucoup de pays. Donc je pense que, et maintenant pour les pays comme les nôtres, je pense qu'il faut aller, ce que j'ai appelé ici, le fact-checking. Vous avez une information, avant de l'affirmer, il faut aller vers l'information, vers la vérification de cette information. Et les médias aussi doivent s'inscrire dans l'objectivité aussi. Il ne faut pas qu'ils soient plus dans la subjectivité, il faut aller dans l'objectivité. Et cela nous permettra peut-être, comme les journalistes le disent souvent dans leur slogan, ça leur permettra peut-être d'informer juste, mais aussi vrai. Parce qu'aujourd'hui, à travers tout ce qu'on est en train de dire là, certains médias, ils sont dénaturés. Les gens n'ont plus envie de leur suivre. Parce que pour eux, donc, c'est des médias qui véhiculent des informations fausses ou bien qui sont dans une logique de subjectivité et ainsi de suite. Je pense que pour éviter tout cela, il faut aller vers la vérification, il faut aller vers l'objectivité. Tout à fait. Voilà. Et pour appuyer tout ce que vous étiez en train de dire tout de suite, sur le fait que ceux qui ont créé les réseaux sociaux, comme par exemple Facebook, avant c'était vraiment pour échanger avec des amis, trouver et aussi rapprocher les familles qui étaient éloignées. Et on voit même sur Facebook et Instagram des fois des publications qui sont censurées, ou bien même des personnes quand elles publient certaines choses, photos ou des propos, on suspend leur compte pendant un mois, parfois même avec Snapchat. Sur Snapchat, c'est beaucoup plus rare parce que sur Snapchat, si quelqu'un te signale directement, on suspend. Et si c'est par exemple Instagram ou Facebook, ce sont eux-mêmes qui prennent la chose en main. Voilà. Donc voilà, de dire que, comme vous avez dit, de voir beaucoup plus le côté positif que négatif. Donc juste pour affirmer, donc vous voyez que déjà eux déjà ils contrôlent leur site. C'est eux qui l'ont créé, mais ils ne cessent de les contrôler. Donc nous aussi, je pense qu'on on ne va pas contrôler les sites, mais on doit contrôler nos comptes. Voilà. Tout à fait. Je pense que c'est important, quoi. Et ce que vous dites là, c'est vrai, hein, parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont été victimes de ça. Ils veulent souvent même des images, parce que moi-même, je pense que j'étais une fois victime de ça. Je voudrais publier une image, mais peut-être qui était considérée comme plus ou moins indécente ou bien peut-être qui n'est pas bonne, mais voilà. Donc, ils ne l'ont pas accepté. Je peux publier, mais l'image, on ne peut pas la voir. Vous voyez. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les citoyens doivent comprendre cela aussi et aller peut-être vers la vérification de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font, oui, et de ce qu'ils publient comme information sur leurs différents sites. Surtout. Voilà. Alors, est-ce que vous aviez d'autres recommandations à part celles que vous aviez dites tout au long pour les citoyens et aussi les décideurs politiques concernant l'utilisation des réseaux sociaux pour préserver le débat démocratique? Alors, les recommandations, je pense que il faut aller vers l'encadrement d'abord de l'information. L'encadrement, ça va commencer par la limite d'abord des sites, parce qu'aujourd'hui au Sénégal,
Déjà, je prends le cas du Sénégal, je ne vais pas parler d'abord sur le plan international. Mais le Sénégal, par exemple, si vous comptez le nombre de sites web, par exemple, Énormément. moi, je ne peux pas le compter en tout cas. Et je ne pense pas que ça soit le cas pour toi aussi. Donc, pour vous dire tout simplement que il y a tellement de sites. Maintenant, les décideurs, je veux parler des dirigeants, comme tu l'as dit, doivent aller vers l'encadrement de ces sites-là et voir, dans ce sens-là, ils vont voir les sites qui vraiment nécessitent en tout cas d'être autorisés à publier des informations. Des sites qui sont peut-être, qui ont déjà, je pense qu'il y a des cartes de presse. Voilà, il y a une structure voilà, qui est là pour encadrer ça. Je pense que les médias, les décideurs doivent aller doivent aller dans ce sens-là. Je pense que ça permettra de limiter un peu les dégâts ou bien les tensions qu'aujourd'hui les sites d'information créent dans nos sociétés. Au-delà de ça aussi, je pense que je vais devoir me reprendre. C'est aussi la véracité aussi des informations. Et pour ça, les départements ministériels doivent jouer un rôle très important, notamment le ministre de la Communication. Donc, il faut qu'il fasse peut-être qu'il invite à ce que tous les sites ou bien toutes les télévisions et les radios s'inscrivent dans cette logique-là. À chaque fois qu'ils reçoivent une information, avant de la publier, peut-être si vous le dites, les gens vont dire mais toi tu n'as rien compris, les sites font ça. Mais moi ce que je veux dire, aujourd'hui les médias internationaux, ils font ça. France 24 le fait. Dernièrement, je me rappelle un fait qui a peut-être fait rigoler beaucoup de Sénégalais. C'est au moment d'une manifestation. À l'époque, je pense qu'on avait dit que un policier, je ne sais pas, a été attaqué par les manifestants. C'était, je crois, au mois de juin. La manifestation qui a provoqué la fermeture de l'UCAD. La fermeture de l'UCAD. À l'époque, il y avait France 24 qui avait pris une des images de cette manifestation pour faire le fact-checking. Pour dire tout simplement ce que les autorités... Vous vous rappelez, pour dire tout simplement que ce que les autorités étatiques du Sénégal avançaient comme discours ou bien ce qu'ils disaient n'était pas vrai. Ils ne l'ont pas dit que c'est pas vrai, mais ils l'ont montré à la face du monde que c'est faux parce que les images ont montré tout simplement que c'était une information qui était tout à fait fausse. Et je pense qu'aujourd'hui, nos médias doivent s'inscrire aussi dans cette logique-là. Je pense qu'en le faisant, on peut vraiment permettre aux citoyens d'accéder à de très bonnes informations et d'éviter de désorienter aussi les citoyens vers des informations qui ne sont pas du tout avérées. Donc moi, je pense que entre autres recommandations qui pourraient découler de ce que vous avez posé comme question, moi, c'est ce que je pourrais dire, c'est aussi inviter aux citoyens aussi d'être prudents avec les informations. Parce que souvent, ceux qui lisent les informations sont des intellectuels. Et un intellectuel doit avoir un regard beaucoup plus différent qu'un citoyen lambda qui n'a pas fait les études. Donc, à ce sens-là, vous voyez une information, avant d'aller directement vers l'affirmation de cette information, il faut la vérifier et voir la véracité avant voilà, de la faire ce que vous voulez. Donc, je pense que les citoyens aussi peuvent jouer ce rôle-là. Donc, en le faisant, on va peut-être éviter beaucoup de problèmes dans nos sociétés. Mais sinon, ce que cela pourrait créer, donc, c'est toujours des tensions à n'en plus finir. Il ne faut pas que les gens pensent qu'avec le nouveau régime, ces genres de situations, on ne peut pas le vivre. On peut la vivre à tout moment. Et maintenant, il y a un moyen de le stopper, c'est que les décideurs encadrent les informations, les décideurs encadrent les médias, les sites, ainsi de suite, mais aussi les citoyens contribuent de façon positive à l'encadrement des informations à travers la vérification notamment. Et voilà. Concernant même la vérification, à part même dans le domaine politique, des médias, ça doit être dans tout domaine. Parce que nous voyons aujourd'hui des recettes qui sont mises en ligne, disant que oui, si je bois ça, par exemple, tu vas grossir ou tu vas maigrir, voilà, pour avoir des muscles et tout ça. Et franchement, il faut être très prudent parce qu'on ne sait pas qui publie
et est-ce que cette personne qui publie aujourd'hui est un expert ou a de l'expérience dans ce qu'elle est en train de dire. Alors, merci beaucoup à Ibrahima Diatta hein, qui nous a accompagnés tout au long de la rubrique Société, qui avait pour thème débat démocratique en péril, les réseaux sociaux nuisent-ils à la démocratie? Je pense que vous avez eu votre réponse. Alors, nous avions parlé en premier lieu de la qualité de l'information disponible sur les réseaux sociaux. Il y a des fake news, il y a, comme vous avez eu à l'appeler, des fact-checking. Le fait que, voilà, il y a pas mal de sites qui sont là, ils publient sans pour autant vérifier si c'est vrai ou faux. Et la population y croit. Et ça peut amener vraiment une instabilité politique, ce qui fait que les gens n'ont même plus confiance en ce qu'ils voient, en ce qu'ils entendent. Et de faire attention aussi pour les politiciens, de dire au fait qu'il y a des réalités dans les réseaux sociaux. Autrement dit, avec les sondages présidentiels, parfois le nombre d'abonnés que l'on a va bien sûr être fidèle à vous lors des décisions aux urnes. Absolument. Mais parfois, ce n'est que la tendance qui les mène à vous, et au final, vous ne pourriez pas gagner les élections ou avoir une représentativité suffisante. Et vous avez aussi eu à indiquer un chiffre que lors de la COVID-19, 641 sites ont été comptés pour dire que ils étaient en train de diffuser des mauvaises informations. Absolument. Donc ça, déjà, c'est beaucoup. Et durant la COVID, vous voyez, c'était vraiment une période de trouble et ça décourageait pas mal de gens. Donc, nous avions eu aussi à voir à quel point les réseaux sociaux ont eu à contribuer à notre débat démocratique avec notre actuel Premier ministre Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna. Nous avions vu à quel point des images véhiculées, parfois lors des manifestations, comme vous l'avez dit, avec les policiers, les nervis. C'était les nervis que France 24 avait pris une vidéo et mis. Et donc, il faut savoir qu'avec les réseaux sociaux, nous sommes carrément à la face du monde. Et il y a toute, je vais dire, une représentativité qui est là. Donc, la démocratie, elle est vraiment à préserver. Et de dire aussi que les discours haineux et les contenus illégaux sur les réseaux sociaux sont tout de même contrôlés par les créateurs. Et de savoir, au fait, qu'il ne faudrait pas se détourner de l'essentiel ou de l'important, comme l'initiateur de TikTok en Chine. On voit en Chine, ils sont en train de continuer à travailler normalement et ils ne se laissent pas influencer par ce qui se passe futilement dans les 4 coins du monde. Eux, ils sont dans leur monde à eux, et dans leur monde, c'est vrai, bien sûr, l'avancée et l'évolution de la technologie. Donc, je pense que nous avions vraiment fait le tour. Le thème est très vaste, il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà, vous pourriez en tout cas y contribuer sur la chaîne YouTube de la Télé-École. Alors, merci encore. Nous avions eu comme invité Ibrahima Diatta, qui est étudiant en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop et qui est aussi le président de l'association des étudiants d'Afrique en sciences politiques. À ce propos, si vous permettez, parlant de président de l'association des étudiants africains en sciences politiques, je voudrais profiter de cette occasion pour saluer tous les membres et aussi vous inviter à une activité que nous allons organiser les 12, 13 et 14 juillet à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, c'est une journée scientifique qui sera marquée par des conférences, mais aussi des activités culturelles, mais aussi sportives. Donc, nous invitons à tous les téléspectateurs de Télé-École à venir participer à cette activité, mais aussi à tous les personnels aussi de Télé-École de venir se joindre à nous pour pouvoir vivre ce moment de passion et aussi voilà, riche en enseignement et autres. Donc, c'est toujours un plaisir, en tout cas, pour moi de revenir ici et de répondre à vos questions. Inch'Allah, voilà. Nous y serons. Et en parlant aussi de l'association des étudiants africains en sciences politiques, comment l'idée de le créer ou quelle était l'urgence ou quel problème vraiment est-ce que vous vouliez régler et que par la suite vous l'aviez mis en place? La création de l'association, c'est tout simplement pour promouvoir la discipline sciences politiques. L'objectif à la base, c'est tout simplement ça. Maintenant, cette promotion, donc, nous sommes en train de la faire à travers des activités scientifiques, comme je l'ai dit. Donc, parlant d'activités scientifiques, bon, entendez tout simplement par là des conférences, des panels, des webinaires, mais aussi des formations,
des cours de renforcement, des cours de recyclage, des cours de vacances, entre autres, que nous organisons. Donc, bref, pour dire tout simplement que tout ça a eu un précédent. Donc, bien avant la création de l'association, c'est vrai, il y avait d'autres associations comme l'ACESPO à l'UCAD, le Club Sciences Politiques à l'UGB, qui sont des structures, si vous voulez, mères de notre association. Mais avant cela, l'association a eu en tout cas une envergure beaucoup plus continentale et internationale. Nous sommes dans une logique beaucoup plus internationale. Maintenant, ces structures dont j'ai parlé, ils ont une dimension, si vous voulez, nationale. Donc, ça englobe tout simplement les étudiants, par exemple, la CESPO de l'UCAD. Le Club Sciences Politiques, c'est seulement les étudiants de l'UGB. Mais nous, on couvre toutes ces universités-là, mais aussi en Afrique, d'autres universités. Le problème est qu'on a une discipline qui n'est pas connue en Afrique. C'est une discipline qui est méconnue. Donc, c'est vrai que nos enseignants, au début, ils ont eu à créer des structures, mais qui n'ont pas eu, en tout cas, une expérience de vie. Donc, nous nous sommes dit, en tant qu'étudiants, pourquoi pas mettre des structures de ce genre et inviter à ces enseignants-là de nous soutenir, de nous aider à ce que la discipline soit connue, soit vulgarisée et soit, en tout cas, une discipline qui va répondre effectivement à l'attente des décideurs, notamment à travers de la formation. Parce que la science politique, c'est une discipline, en tout cas, qui est au carrefour de toutes les sciences sociales, mais aussi une discipline qui contribue à la promotion de l'administration, de la diplomatie, de la question des politiques publiques. Donc, vous voyez, donc, on a une discipline qui pourrait même contribuer au développement de notre continent et en particulier de notre pays. Donc, nous, on est juste dans cette logique-là. Donc, c'est une structure qui a en tout cas un objectif beaucoup plus académique, universitaire et scientifique. D'accord. En tout cas, nous vous y encourageons beaucoup. Et je vais dire par là que pour devenir un citoyen, il faut d'abord la promotion de l'engagement civique et aussi la participation politique. Et ça, je pense que en allant assister à leur retrouvailles, je pense qu'on pourra y apprendre beaucoup. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors, merci encore à Ibrahim Diatta et nous vous félicitons beaucoup pour ça. Alors, nous sommes à la fin de notre rubrique, de notre matinale du jour. Je vous remercie encore pour votre fidélité à notre programme matinal et je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux invités, de nouvelles rubriques qui, bien sûr, boosteront votre culture générale et vous aidera, bien sûr, à participer politiquement et aussi à savoir comment est-ce que vous alliez réguler votre prise de parole au niveau des réseaux sociaux. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative.